Avec l'actualité pour maintenant accueillir donc Monsieur Moussa Thiaré de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées en visite de travail au Rwanda. Bienvenue Monsieur Thiaré. Merci Madame. Pourriez-vous nous parler donc dans quel cadre s'enregistre votre visite et qu'est-ce que vous avez appris jusque-là au Rwanda? Oui, la visite de la délégation de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées s'inscrit dans le cadre d'un partage d'expériences, mais également d'apprentissage avec notre organisation sœur Nudor du Rwanda. Elle s'inscrit également dans le cadre du partenariat du programme We Can Work qu'on a ensemble avec 7 autres pays africains, notamment le Rwanda. C'est une visite qui a duré environ 5 jours et au cours de laquelle nous avons véritablement appris beaucoup de choses de notre côté. D'abord, je me dois de noter que le Rwanda est un beau pays, d'après ce qu'on m'a décrit. C'est un BP avec des personnes et un peuple vraiment très gentil, très réceptif, très convivial. À travers cela, ça s'est manifesté également avec notre partenaire Nudor, qui nous ont accueillis, mais également avec qui nous avons eu des échanges, notamment sur le plan de la professionnalisation de notre structure. Ce que nous avons appris, c'est également comment renforcer la phase transitoire dans laquelle notre organisation est. C'est-à-dire, nous quittons une organisation traditionnelle qui travaillait sous forme de pilotage à vue, avec l'absence de beaucoup de textes. Et que cet avantage-là, nous l'avons déjà avec des textes, des politiques également très en avance. Également, autre chose que nous avons vraiment beaucoup apprécié, c'est la mise en place au Rwanda du Conseil national des personnes handicapées. Je trouve que c'est un point important dans notre visite et qui inspire même des idées à notre retour. Vous venez de parler des échanges et c'était sur 5 jours. Avec le temps et votre observation, pensez-vous que la question ou bien les besoins des personnes vivant avec handicap sont une priorité pour les États de manière en général en Afrique? Oui, disons qu'il reste beaucoup de choses à faire. Il est vrai que les États africains sont en train de consentir des efforts considérables allant dans le sens d'améliorer le vécu quotidien des personnes handicapées. Dans beaucoup de pays, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'efforts. Par exemple, au Rwanda, on a parlé du Conseil national des personnes handicapées. On a parlé également de la représentation des personnes handicapées au Parlement, entre autres efforts consentis par l'État. Au Sénégal, on a par exemple la mise en place d'une carte d'égalité des chances. On a également des représentations. Par exemple, au niveau de la présidence de la République du Sénégal, il y a une personne handicapée chargée d'assurer le conseil, d'être le conseil spécial du président de la République sur les affaires relatives au handicap. Et ça, c'est depuis 2000. Dans les autres institutions également, comme le Haut Conseil des collectivités territoriales, il y a une personne handicapée. Moi-même qui vous parle, je suis un conseiller au Conseil économique, social et environnemental. Donc c'est une manière de dire. À cela, il s'y ajoute également la prise en charge au niveau du système éducatif, de la santé, mais aussi du transport. Globalement, en Afrique, il y a des efforts qui sont faits, mais il reste beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue, c'est que ce qui doit être fait n'est pas seulement du ressort de l'État au niveau central. Les gouvernements à la base également, les gouvernements locaux, ont également leur part à jouer. La société civile a sa part à jouer. Les familles des organisations de personnes handicapées, les familles des personnes handicapées ont leur rôle à jouer, ainsi que les organisations de personnes handicapées elles-mêmes. Donc c'est un travail conjugué entre différents acteurs, différentes parties prenantes qui doivent mieux appréhender la question du handicap, les enjeux que pose cette question du handicap. Parmi ces enjeux, je me dois de noter tout de même qu'on ne peut pas parler
de développement. Quand on parle de développement, on pense à la santé, à l'éducation, au transport, disons, à l'emploi. Oui. Et que toutes ces questions ne peuvent pas être abordées sans prendre en compte le critère handicap. Oui. Sinon, il restera toujours quelque chose à ajouter. Monsieur Thiaré, vous venez de parler d'une manière globale donc en Afrique et nous comprenons que dans chaque pays, il y a des avancées, il y a un effort, mais il y a toujours un pas à franchir. S'il était question de décrire les secteurs vraiment urgents qui requièrent donc des efforts pour que des droits puissent revenir à ces personnes, quels sont ces secteurs? Bon, il faut dire que tous les secteurs sont urgents pour les personnes handicapées. Vous savez, la première chose, c'est la reconnaissance de la personne handicapée en tant que personne. Ça, c'est en rapport avec les questions d'égalité et de non-discrimination. Ça, c'est un point important qui nécessite d'être abordé. Et nous savons tous que dans nos pays africains, il y a beaucoup de stigmatisation des personnes handicapées. Oui. Il y en a qui pensent, par exemple, qu'une personne handicapée n'est pas une personne normale. Elle est souvent un esprit, un djinn ou quelque chose comme ça, qu'il faudrait nécessairement, comment dire, en tout cas qui donne souvent des sueurs froides. Oui. L'autre chose, c'est que la personne handicapée n'est pas considérée comme étant parmi les standards en termes de normalité. Ce que j'appelle la normalité, c'est que pour certaines personnes, et en majorité, une personne, c'est quelqu'un qui voit avec ses deux yeux, qui entend avec ses deux oreilles, qui marche avec ses deux pieds, etc., etc. Donc, toute personne qui ne rentre pas dans cette norme est considérée comme étant une personne étrangère à la société, généralement. Voilà souvent ce qui arrive. C'est une manière de dire que maintenant, à partir du moment où on considère que la personne handicapée est avant tout une personne, il en va de soi que tous les aspects de la vie lui concernent ou la concernent. Oui. Par exemple, mais les plus urgents ou les questions prioritaires, pour nous éventuellement, c'est la question de la santé, oui. C'est la question de l'éducation, oui. C'est la question de l'emploi. Okay. Vous savez, souvent, quand on définit la pauvreté, oui. On dit que généralement, c'est l'absence de savoir, oui. D'avoir et de pouvoir. C'est-à-dire que c'est un triptyque qui a trait d'abord à la quête de connaissance. Et quand on parle de savoir, on pense éventuellement à l'éducation. Mais attention, quand on parle d'éducation, ce n'est pas forcément l'éducation sur la base des langues étrangères. Oui. Pour nous, l'éducation également, c'est l'éducation, c'est l'alphabétisation dans nos langues nationales d'abord et avant tout. Parce qu'on peut apprendre là-dessus, on peut faire tout avec nos langues nationales. Les savoirs endogènes. Ensuite, ces connaissances nous permettent éventuellement d'avoir. On a non seulement les connaissances, mais on a la possibilité d'avoir des compétences. C'est l'avoir. On a la possibilité d'avoir un emploi. Oui. On a la possibilité de se marier, de fonder une famille, etc., etc. Oui. Et en conséquence, on a aussi un pouvoir. Le pouvoir n'étant rien d'autre que cette capacité à contribuer à un changement positif, oui. Dans la société à laquelle on appartient. Voilà. Et ce pouvoir-là aussi, c'est pour nous cette capacité à nous affirmer en tant que personne, en tant qu'être humain. Cette capacité à contribuer, comme je viens de dire, à l'effort national de développement. Alors, Monsieur Thiaré, vous venez de mentionner, en fait, quand on parle de quand on fait une évaluation globale, ça veut dire que ce qui n'a pas encore été atteint, c'est du côté de la société, puisque dans le côté de la prise de décision, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, comme vous venez de le dire. Je vais vous poser la dernière question de savoir qu'est-ce qui fait votre fierté aujourd'hui. Vous venez de mentionner 3 points, la santé, l'éducation et l'emploi, qui constituent comme une priorité maintenant. Alors vous, avant de vous laisser partir, qu'est-ce qui fait votre fierté aujourd'hui en termes d'implémentation ou bien de mise en exécution de ce qui a été mis en faveur des personnes handicapées? Oui, vous parlez du Rwanda. En général, non. Chez vous, personnellement, votre expérience personnelle. Ah, ok. Chez nous, la première fierté, c'est l'obtention d'un poste à la présidence de la République. C'est un poste hautement stratégique pour la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, qu'une personne handicapée puisse être là où les décisions les plus importantes se prennent. Et en ce sens, cette personne peut influencer ces décisions. C'est également une position qui permet à l'État d'avoir les aspects techniques
de la dimension handicap dans sa stratégie, dans ses politiques, entre autres. Donc ça, c'est un point. Oui. L'autre chose qu'il faut noter également, et ça, je voudrais vraiment faire un plaidoyer pour qu'au Rwanda également, qu'on puisse avoir un conseil spécial du président de la République. Ça, je voudrais vraiment faire ce plaidoyer-là, parce que c'est un point, c'est une position importante. Alors, l'autre chose chez nous également, c'est cette carte d'égalité des chances. Une carte d'égalité des chances qui vise plusieurs aspects, plusieurs services. Mais avant, l'objectif ou l'une des fonctions principales de cette carte, c'est l'identification des personnes handicapées. Vous savez, la question des données statistiques pour les personnes handicapées aussi constitue un défi de haute facture dans nos pays. Oui. Donc, cette carte permet l'identification des personnes handicapées. Ensuite, vise au minimum 8 services, parmi lesquels nous avons la santé, l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, l'appareillage, l'assistance personnelle, entre autres, le transport. Et ça me permet d'embrayer sur cet aspect transport. Au Sénégal, les personnes handicapées, en tout cas une grande partie, voyagent à l'intérieur de la capitale Dakar, sans payer quand il s'agit de la compagnie nationale de transport, la compagnie Dakar Demdik. Je pense que ce sont des aspects, quand on y ajoute l'éducation inclusive, le processus avec également la participation citoyenne, parce que nous avons des élus un peu partout à travers le pays. Nous avons des maires qui sont handicapés, nous avons des adjoints aux maires qui sont non seulement handicapés, mais qui sont des femmes. Ouais. Et nous avons des représentants, je viens de dire, dans certaines institutions. Mais nous apprenons également du Rwanda quand il s'agit de la représentation au niveau du Parlement. Par exemple, les personnes handicapées qui nous représentent au niveau de notre Parlement le sont sur la base de leur engagement politique dans les partis politiques. Oui. Ce que je vais proposer en rentrant, c'est que le Parlement sénégalais compte 165 députés. J'aurais souhaité qu'on y ajoute 5 autres députés, ça fait 170. Comme ça, nous allons demander que ces 5 postes-là soient réservés aux personnes handicapées et qu'elles soient élues par leur père. Merci beaucoup. Le temps nous fait défaut. On apprécie beaucoup de voir pris le temps de venir et répondre à notre invitation. Merci beaucoup, M. Thiaré. C'est moi qui vous remercie et c'est un plaisir de passer à la radio-télévision rwandaise. Et j'apprécie également votre beau pays. C'est vraiment une référence en Afrique. Merci beaucoup. Je suis séduit. Merci beaucoup.